Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir plein d'invités super géniaux. Et on peut dire aussi qu'il y a un invité génial. Et donc, nous allons demander à Isabelle de nous présenter Jérémy Georges, qui est en dépannage numérique. Mais ça veut dire il n'est quoi? pas en dépannage. Il fait du dépannage numérique. Ah, il n'est pas en dépannage, je crois qu'il Non, il n'est pas en dépannage. Sur le plateau, en dépannage. Il est venu avec son gyrophare. J'ai pas fait de devis, j'ai rien fait encore. Bonjour Jérémy. Bonjour Isabelle. On va discuter alors d'abord. Tu sais pas dans quoi tu t'engages, hein, où tu es tombé. Donc Jérémy, je t'ai invité aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de te connaître suite à un petit problème avec mon portable. Comme beaucoup de gens. Voilà. Et j'ai trouvé ton concept très original. Donc tu es un jeune entrepreneur. Merci. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Donc déjà d'où tu es originaire, ou est-ce que tu vis maintenant, parce que je crois que tu étais pas de la région. Ouais. Je suis pas du tout de la région. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je suis installé à Montpellier, dans la région de Montpellier. Parachuté alors. Ouais. Je suis un exilé de Paris. Non, qui est parachuté. Ouais, non, la vie parisienne, j'arrivais plus. Voilà, je suis parti. Après, bon, pour faire court, j'ai un passé de technicien, on va dire télécom. Suite à ça, j'ai travaillé pour une grande enseigne dans la téléphonie, et à côté j'ai développé donc ce concept parce que je suis très manuel, j'aime beaucoup l'informatique, j'aime beaucoup la nouvelle technologie. Donc c'était une passion pour toi. En fait, tu démontais tout et du coup tu t'es lancé là-dedans. C'est ça, j'ai toujours été la tête dans un PC, donc voilà, c'est quelque chose que j'adore. Et à côté de ça, après le travail, j'allais dépanner des amis, des copains, tout ça, et jusqu'au jour où ça a pris le dessus. Au point de monter, mes proches m'ont dit mais Jérémy, monte un truc, on a besoin de ça, aujourd'hui on a tous besoin, portable, informatique. Alors oui, j'ai monté le concept. Après la particularité, c'est que je fais ça en fait dans un utilitaire, donc un camion. Donc ce camion en fait il est aménagé, dedans c'est un atelier. Super bien aménagé d'ailleurs. Merci beaucoup. Et encore c'est le bordel dedans. Mais voilà, donc la particularité c'est qu'il y a la porte coulissante, au bord vous avez un comptoir. Les gens viennent poser leur smartphone, leur PC. On verra, on va voir la photo de ton camion aménagé. Voilà, et puis grâce à ça, c'est surtout là où j'ai voulu taper, c'est surtout au niveau local. Je veux rester très local, très proche, il faut que ça soit très convivial. Non. Moi, j'ai une tu es dans les petits villages. Voilà, c'est ça. Je sais pas si on peut dire, mais entre Lunel et Montpellier, là où les gens n'ont pas trop envie d'aller en ville, ils me croisent sur leur route. Voilà, c'est plus simple, ils s'arrêtent. Ils ont le parking, ils ont l'accueil, le conseil. Est-ce que tu fais du café aussi? Jeune homme souriant qui les accueille. Oui, même le café. J'attendais qu'Isabelle termine. Voilà. J'ai aussi la cafetière dans le camion. Exactement. Car ce camion est autonome en plus électriquement. 3 panneaux solaires qui emmagasinent l'énergie et qui font que pendant 2 jours sans soleil, je peux tenir, quoi. Bientôt maison d'hôte. Et les poulets rôtis, non? Les poulets rôtis, non? Pas encore. Non, pas encore. On m'a demandé les boissons aussi, mais il les a, mais ils sont pas rôtis encore. Les smartphones sont rôtis, par contre. Donc explique-nous, parce qu'on a parlé un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu proposes exactement, donc ce qui est dépannage. Voilà, aujourd'hui, ça peut aller du simple petit nettoyage du port de charge qui est un peu encrassé, au remplacement d'une vitre d'un smartphone, d'une vitre d'une tablette, remplacement pour un PC, c'est pareil. Vous avez un gros écran qui peut casser. Après, on part sur de l'informatique, ça peut être du nettoyage, du formatage, donc tout ce qui est virus, toutes ces choses-là, changer des composants. Pour beaucoup de... Alors, je monte des PC aussi, donc du montage informatique. Donc là, on va parler plus tous ceux qui font du streaming aujourd'hui, notamment, c'est très en vogue. Tout ce qui est youtubeur, aujourd'hui, ils ont besoin de super machines. C'est des choses que je monte, c'est des choses que je fais. Voilà, puis après, on reste dans l'univers numérique. Quoi, super machine? Des super machines, c'est des super PC. Donc vous avez un PC portable qui est très classique. Grande capacité. Comme Superman, mais voilà, vous avez la Twingo, à côté vous avez des Ferrari. Là, on est pareil niveau dans PC. L'ordinateur. C'est ça. Voilà, donc après, les gens viennent, il n'y a pas de rendez-vous. J'essaye en général de faire mes prestations sous 48 heures pour que ça soit le plus rapide possible pour mes clients, quoi. Voilà. Tu fais également la réparation des jeux, des choses comme ça? Alors des consoles, non. On me pose souvent la question. Parce que moi j'ai le lapin de mon fils qui lui a bouffé le cap de sa Switch.
Alors si ça reste qu'un câble, à la limite ça se rachète, mais non, après console pure, je fais pas. Je pourrais, mais je veux pas m'égarer. Je veux rester concentré vraiment sur un domaine que je maîtrise totalement. Donc explique-nous où est-ce qu'on te trouve. Chose importante pour les internautes qui vont nous regarder et qui veulent. On me trouve sur Saint-Just, donc tout proche de la commune de Ludel, le lundi et le mercredi. Rond-point de la Pomme. Voilà, on appelle ça communément le rond-point de la Pomme, mais c'est pas écrit dans les GPS. C'est au milieu du rond-point ? Pas au milieu, à côté. Il y a un rond-point, il y a une pomme, et dans le rond-point, il y a le camion de Jérémy. C'est l'avenue de la Brivado à la sortie de la commune de Saint-Just. Ça, c'est les lundis et les mercredis de midi et demi à 19h30. Voilà. C'est toutes les après-midi. Oui. Et le mardi, jeudi et vendredi à Moggio. Là, c'est sur le parking d'une enseigne, on peut le dire. Oui, l'enseigne Centracor. Centracor, voilà, et qui généreusement d'ailleurs me laisse m'installer toutes les après-midi, mardi, jeudi et vendredi. Pareil, mêmes horaires, midi et demi, 19h30. Et tu fais également aussi du dépannage à domicile. Voilà, certaines interventions demandent justement à ce que, je prends l'exemple par exemple de relier une imprimante, raccorder une box, c'est des choses qu'on fait pas camion parce que c'est la box qui est à la maison. Donc oui, effectivement, et puis notamment les personnes âgées qui aujourd'hui sont projetées dans un monde d'impôts, de papier. Qu'ils n'ont pas forcément connu. Voilà, je suis là pour eux, j'y vais, je prends une matinée. S'il faut, on vend un PC, on vend une imprimante. On fait un petit cours accéléré. Et puis après, il y a les enfants et puis la famille qui les épaule. Mais au moins, ils ont un premier jet, un premier pas dans l'informatique, surtout pour les personnes âgées. Après, il y a de tout. C'est un peu la version du commerce de proximité. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Et c'est très intelligent. C'est pas mal. C'est vraiment je mise sur du convivial et sur de la localité parce que à Montpellier ou Nîmes sur des grandes communes, les gens veulent pas y aller. Moi la première je suis tombée en panne, je voulais pas prendre la voiture, aller courir à Montpellier, avoir les problèmes pour me garer et voilà. J'ai trouvé Jérémy sur mon chemin. C'est la proximité comme il dit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je recherche. Après en termes d'emplacement, alors pour l'instant je fais que 2 communes, mais je ne veux pas non plus m'éparpiller. Si c'est pour dire je vais un jour par semaine dans une commune différente, le monsieur qui vient, la madame qui vient, rendez-vous la semaine prochaine, ça fait un peu loin. Oui, non, c'est vrai. Voilà, donc on a puis je pense que les gens, tu commences à être connu, ils savent où tu es, donc la preuve, moi je suis Saint-Onès, je suis allée te chercher à Saint-Just. Oui, après et puis moi c'est pas loin, d'un coup de voiture, on peut se garer à côté. C'est ça, c'est des communes qui restent quand même tout à fait proches. On est dans les Pays de l'Or, c'est un secteur que j'ai, on va dire. Avant, j'avais de la concurrence qui est partie, et les autres concurrents sont un peu plus haut ou un peu ailleurs, et en plus de ça, on s'entend. Donc on n'est pas non plus à se jeter des... Voilà, c'est pas le but, c'est soit on s'assoit tous autour de la table, soit chacun mange dans son coin, c'est pas très drôle. On se fait travailler aussi, voilà. Le point, c'est surtout de la proximité, de la convivialité, de la localité. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un, on m'a appris un jour, écoute, ton meilleur commercial, c'est ton client. Donc, moi, bouche à oreille. Moi, inonder des boîtes aux lettres, c'est pas mon truc. Bon, les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a lancé et j'apprécie de toute façon parce que c'est comme ça. C'est aussi une façon de discuter aujourd'hui et d'échanger qui est très, très en vogue, très, très importante. Aujourd'hui, les gens peuvent me contacter par Facebook. Donc, Instagram. on va en parler justement. Ta société s'appelle JJ-Click. Voilà, c'est mon nom de scène. C'est double J majuscule, espace CLIK et non pas CK parce que le nom était pris, donc j'ai fait plus court. Donc sur Facebook, sur Instagram, le site internet est quasiment prêt, mais il n'est pas fait. Bon, on est aujourd'hui quand même très sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. Donc c'est pas non plus une grosse priorité pour moi le site, surtout que je vais pas faire de vente en ligne, étant tout seul, c'est encore compliqué. Voilà. Oui, une page site internet, ça peut quand même pas mal pour dire où on peut te trouver. Je dis pas, hein, moi le premier bien placé dans le domaine, je sais que c'est très important. Étant donné que je travaille que localement pour le moment, c'est vrai que localement ça me va bien pour l'instant. On n'a pas précisé, ça fait combien de temps que tu t'es lancé avec le camion ? Alors on est en 2020 maintenant, ça va faire un petit peu plus d'1 an et demi, ça fera 2 ans au mois de septembre. Il y a eu une bonne année de lancement qui a été un petit peu mangée par l'aménagement parce qu'il a fallu aménager ce camion, etc. On contactait les fournisseurs, etc., les comptables, les banques. Bref, là purement ça fait 1 an vraiment que l'activité est lancée, quoi.
Donc, et tu es content? Ça va dans le bon sens. Je suis très content. Les gens sont très gentils. Eh ben, écoute, on te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Je vais te poser une question. Donc, ce qui est bien, c'est, en gros, je t'ai écouté depuis le début. Bon, même si tu as mis une certaine somme pour ton camion, tu ne payes pas de loyer par mois. Non. Un crédit peut-être, mais... Alors voilà, c'est ça, c'est mon crédit, c'est mon camion. Alors si le seul loyer que j'ai, c'est pour la commune de Saint-Just parce que je suis sur le domaine public, mais il est dérisoire. Il est dérisoire, je paye une 50aine d'euros par trimestre. Ah oui, c'est dérisoire. Voilà, et puis derrière, je demande pas de... Alors ils ont une borne en plus pour se brancher, comme n'importe quel camion ou ceux qui font les marchés, mais moi j'en ai pas besoin. Donc, si notre ordinateur a un virus, on peut aussi... Voilà, tu vas voir Jérémy. Voilà, j'éradique tous les virus. Avis à tous les internautes qui nous regardent. Si vous avez un problème avec votre PC, votre tablette, votre téléphone, vous allez trouver Jérémy le mardi, jeudi, vendredi sur le parking de Centracor à Moguio et le lundi et mercredi au rond-point de la Pomme à Saint-Just de 12h30 à 19h30. Ou alors à domicile. Oui, éventuellement à domicile. Uniquement le matin. Le matin à domicile. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Merci Jérémy. à vous, merci beaucoup. Moi, j'irai dans le rond-point. Moi, j'irai pour voir le camion, toi. Allez pour voir le camion. Ouais. Virginie, ça va, t'as ton tour, ma chérie. Mais d'abord, je vais présenter personnellement le groupe Zima, russe. Zigan. Représenté par 2 personnes ici, mais on est 4. Les 2 autres sont en bas en train d'accorder les balalaïkas. Ils nous attendent. Ouais, tout à fait. Virginie, à toi. Déjà, il parle pas russe, je suis soulagée. J'ai eu un petit moment de stress. On n'est pas arrivé avec les R qui roulent, même si on sait très bien le faire. Mais ils boivent de la vodka. Tu veux pas nous le faire? Bah, si ça vous intéresse, nous pouvons prendre l'accent. Ce n'est pas un peu. C'est pas mal. C'est vachement exotique. Bon, on accueille donc Étienne et Nastasia, c'est ça? C'est ça. Je me trompe pas? C'est ça, oui. Et les 2 autres aussi? Oui, qui sont Tatiana et Yura. Donc, qui fait quoi? Donc, vous êtes 4, qui fait quoi dans le groupe? Alors, on fait tous beaucoup de choses différentes. Pour ma part, je fais du violon, je chante et je fais de la guitare. D'accord. Je fais même de la balalaïka, qui est l'instrument traditionnel russe qui se joue un peu comme une mandoline, sauf que ça a une forme triangulaire. Et c'est à 3 cordes. Et comme la famille des violons, ça se décline en plein de tailles. Donc de la plus petite taille, piccolo, qui a un son plutôt aigu, jusqu'à la basse, contrebasse, balalaïka, dont joue Étienne. D'où l'importance de venir à 2. Voilà, et d'avoir un break. Et donc voilà, et on a Tatiana qui fait de la balalaïka prima, donc la petite balalaïka, qui fait aussi de la guitare et du chant, parce qu'on chante tous. Yura qui fait de la balalaïka alto et de la guitare, et qui chante aussi, évidemment, on chante tous, parce que c'est l'essence de notre musique. Et Étienne, je te laisse te présenter. Alors oui, voilà, on va le faire après. Juste après, on fait un live en bas. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure, tout à fait. Avec les 4 balalaïkas. Donc vous aurez un extrait. C'est quand même un instrument qu'on entend assez peu. C'est triangulaire, donc cette forme-là, on n'a pas l'habitude de la voir. Et ni d'ailleurs d'entendre ce son qui ressemble peut-être un peu plus au son des musiques grecques ou de la mandoline ou ces choses-là, mais c'est vrai que c'est très particulier comme son et façon de jouer. Donc c'est intéressant à regarder et aussi à écouter. On a hâte, voilà. Hein, on a hâte. Ah oui. Après, vous trouvez bien sûr le violon dans les romances, etc. Il y aura du violon qui d'ailleurs est joué par Anastasia, qui est juste à côté de moi. Et de la guitare, bien sûr, pour le côté Zigan, et des chants polyphoniques. Donc, comme elle disait, on chante tous à plusieurs voix, et c'est ça qui fait un peu la tradition de la musique russe. Alors tout à l'heure j'ai riais, mais pas parce que sur ce que tu disais, c'est à cause de toi. Hein. Il avait dit une plaisanterie tout à l'heure. Alors je me suis mis à rire, je veux pas qu'on pense que je suis bête. Alors pas du tout. Pas du tout. C'est marrant, je pense à Love Sisters, la musique russe est beaucoup basée sur la romance et c'est très très souvent des chansons d'amour, donc ça correspond aussi exactement, on est dans le thème. Alors tout va bien, on est en accord. Alors, le groupe Zima, c'est quand même une histoire de famille, d'amitié, je crois. Oui, beaucoup. Tatiana et moi, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Même on aime bien dire qu'on se connaît depuis plusieurs générations, parce que nos mères étaient copines. C'est ce que j'ai lu. Et nos grands-mères étaient copines. On est issus d'une immigration dite blanche. C'est les Russes qui ont fui la Russie quand le communisme est arrivé. Donc maintenant, ça fait 100 ans. On a fêté le centenaire il y a 1 an de la révolution russe. En 1917, beaucoup de Russes, comme nos familles, nos 4 familles, ont fui la Russie. Et ont été accueillis en France.
Et donc, ils sont arrivés avec leur valise, avec leur culture, la langue. Vous voyez, bon, ils sont aussi restés un peu communautaires. Beaucoup se sont mariés entre Russes. Donc, moi, je suis presque la 4e, en fonction de qui on se place dans ma famille, mais je suis la 4e génération et j'ai un prénom russe, je parle russe et je mange russe. Alors, j'aime le russe. Et j'aime le russe, mais je me sens tout à fait française, bien sûr, parce que j'ai grandi en France, mais c'est une part de nous très, très importante. Et bon, on est devenus musiciens et donc c'est comme ça qu'on le montre. Donc les 2 garçons sont arrivés après dans le groupe, c'est ça? Oui, d'abord en fait Tatiana et moi on vient toutes les deux de la région parisienne. Moi je suis arrivée ici à 10 ans. Elle est arrivée dans le sud 2 ans après moi, puis on jouait tout simplement ensemble parce que les copains, la famille nous manquaient, les bœufs avec les copains de Tziganes et Russes nous manquaient de là-haut et donc on s'est mis à jouer. Puis, à force que les copains en soirée nous disent « Bon, c'est cool quand vous jouez », on s'est mis à jouer dans la rue pour pas se faire plaisir qu'à nous, mais aux autres. Puis, à force, on s'est dit « On va peut-être faire un vrai groupe ». Tant qu'à faire. Et le jour, quelques jours après qu'on se soit dit « Bon, il nous faut un bassiste pour faire un vrai groupe, parce qu'en duo, ça ne va pas le faire », on part en footing dans les bois avec Tatiana. Et on rappelle sa chienne qui part courir comme ça au loin, qui est dressée en russe. « Laika, iди sюда »,« Laika, viens ici ». Et puis un mec se retourne et commence à nous parler russe. C'était Étienne. Étienne dans les bois. Donc. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais dans les bois, Étienne? On continue notre petit footing. Donc on fait un footing tous les footing 3. Aussi. Voilà, on était tous en footing. On continue notre footing tous les 3. Puis il se trouve que ce mec qui nous répond en russe, c'est musicien, chanteur et bassiste et d'origine russe. Donc bon, on lui a un peu mis la main dessus. Et il se dit, ouais, ça dirait pas de venir à une répète. Et voilà, c'est comme ça que le trio a commencé et qu'après on s'est élargi encore avec Yura quelques années après. Ouais. Vive le footing. Depuis combien de temps? Vive le footing, ouais. Après, c'était un peu triché. On leur demandait alors. Depuis combien de temps, oui, vous êtes ensemble, tous les 4? Cette rencontre, c'était fin 2013. Donc, on t'a rencontré fin 2013 et Yura a intégré le groupe, je dirais, en 2015, quelque chose comme ça. Oui, 2015. Alors, Yura était déjà là depuis longtemps. Il est venu dans le sud, habiter ici à un moment. Et c'est du coup le père de Nastasia qui ayant sa fille qui partait au loin dans le sud, a eu un peu peur de la laisser toute seule, a dit à un vieil ami russe, j'ai ma fille qui arrive, donc s'il y a un problème, surtout tu t'en occupes et tout ça. Et en fait, notre seul problème a été un manque de guitariste. Donc on lui a passé un coup de fil et il a rejoint le groupe très vite, au début comme remplaçant, et en fait il a fait 40 ans de cabaret dans les cabarets russes de Paris. Donc c'est celui qui a sans aucun doute la meilleure expérience de nous 4. On le vieillit pas, le pauvre. Oh, c'est lui qui le dit comme ça. C'est lui qui le dit comme ça. Ça va, alors c'est validé. Voilà. Et du coup, avec cette expérience-là, il nous a rejoint. Il a amené une touche vraiment traditionnelle et en même temps originale parce qu'il joue de la guitare vraiment très très bien. Alors on parlait de chaleur. En fait, nous on s'appelle Zima. Zima en russe ça veut dire l'hiver, donc on a plutôt tendance à jeter un froid plutôt que de mettre le feu, mais ça marche dans le même sens. C'est de la musique qui vient de Sibérie, des grands espaces, du vent, du froid, et qu'on chantait comme le blues dans un autre endroit à une autre époque, dans les chants. C'est des chansons qui viennent de grand-mères, qui les chantaient à leurs enfants, etc. C'est des chansons vraiment populaires pour la plupart, et aussi populaires qui viennent des champs, les champs qu'on cultivait, des ouvriers. Donc c'est vraiment une musique populaire, folklorique. On sent vraiment la culture du pays. Et puis, moi, je sens pas le froid, je sens que la chaleur. Ouais, moi aussi. Attends, d'ailleurs, des roses rouges. Hiver froid comme ça. Les roses rouges. Tu nous en as apporté des roses rouges. Voilà. On va peut-être aller vous écouter, non? Parce qu'on en parle, mais nos auditeurs, ils vous ont toujours pas entendu. Avec grand plaisir. On va vous faire du coup des chansons très différentes pour montrer le panel de cette musique-là qui vient du tzigane, du russe. Donc on a de la romance, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les chansons d'amour, etc. dans les textes, mais aussi dans la musique. Vous pourrez l'entendre par les mélodies grandioses et romantiques qui peuvent sortir des instruments. Et puis des musiques instrumentales, des musiques chantées, et vous montrer aussi tous les instruments qu'on utilise dans le groupe, puisqu'on est tous multi-instrumentistes. Voilà, donc on va vous faire une chanson à 4 balalaïka, une chanson de violon qui est une chanson roumaine, et une chanson qu'on chantera à 4, donc qui est plus du chant tzigane, entre guillemets, donc pour vous montrer un petit panel de cette immigration et de ce qu'on a ramené. Voilà. C'est parti pour la chaleur. Vous préservez en plus. Hein? On vous retrouve après. À tout de suite. Merci, à tout de suite.
l'avais trouvé du côté de l'Oural. Et avec ce cheval, je suis allé jusqu'au Mississippi. Merci à Love Sisters. Merci à Love Sisters. C'était Zima. Pour ces morceaux, c'est extraordinaire. Ouais, très belle musique. On a beaucoup aimé et vous reviendrez nous voir durant l'année 2020. Avec grand plaisir. Donc on n'a toujours pas senti le froid, donc c'est à retravailler pour la prochaine fois. On a chaud. Alors rapidement, on va conclure avec vous. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Il y a un site, il y a pas mal de choses. Et l'actualité 2020? Bien sûr, bien sûr. Alors on a un site qui est zimamusique.com. Musique écrit en Z-I-M-A. Voilà, Z-I-M-A, musique écrit à la française, donc Q à la fin. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous pouvez nous trouver sur notre page Zima. Alors, comme c'est un mot un peu commun, vous n'hésitez pas à taper Zima Musique ou Zima Montpellier, par exemple. Là, vous êtes sûr de tomber sur notre blason, notre joli logo avec des balalaïkas, donc vous pourrez le reconnaître. On est aussi sur Instagram, Zima Musique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Peut-être il y a des concerts de prévus, il y a des choses de prévues sur 2020? Alors là, j'ai pas de date fixée, tout est en négociation, donc je ne peux pas trop annoncer encore l'agenda. Donc on suivra sur Facebook alors. Voilà, sur Facebook ou sur l'agenda du site. Et on tourne beaucoup dans la région sud, quand même région Occitanie. On essaye aussi de travailler sur le local et
estime qu'il y a suffisamment de lieux où travailler pour pas forcément avoir besoin de faire des milliers et des milliers de kilomètres. Non, il y a le food truck. Non, le dépannage truck. Le Gigi-Click. Vous rigolez, mais au même emplacement, il y a un camion qui fait du toilettage pour chiens. Ah bah voilà. qui est très connu d'ailleurs et qui est passé dans toutes les émissions. On va ouvrir un petit camion de musique russe et de Mais oui, c'est très bien. Un camion sel. On se fait un petit pôle là, à musique, toilettage, la totale. Tu fais un feu devant. Il n'y a plus de thé dansant ni rien. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se déplacent. Il n'y a aucun doute. Bon, merci en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. Merci, à très bientôt. Merci. Nous avons le plaisir de recevoir Harmonia Azira, une personne très affirmée et qui est présentée par Isabelle. Bonjour Harmonia. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Harmonia. Alors avant de l'interviewer, je voulais remercier une personne, c'est Valérie, qui a été ma première invitée pour la rubrique Histoire vraie. Valérie a été venue nous parler de son handicap et je la remercie puisqu'elle m'a permis de rencontrer Harmonia. C'est une de nos plus fidèles internautes. Je sais qu'elle nous suit régulièrement. Donc Valérie, on te fait un gros bisou. Coucou, tu vas revenir. Donc Harmonia, tu es romancière et poétesse. Tout à fait. Tu as écrit plusieurs livres. Donc, raconte-nous, comment es-tu venue à l'écriture ? Y a-t-il eu un événement marquant, quelque chose qui t'a amené à avoir envie d'écrire ? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai toujours écrit. Je pense que c'est la marque de tous les écrivains. Mais c'est vrai que ma transition vers le genre féminin, puisque je suis né garçon, et j'ai entamé ma transition à 50 ans, donc assez tard. Donc en 2012, je crois. 2012, décembre 2012. Voilà. Et donc cette transition m'a conduite enfin, disons que l'écriture a été pour moi un vecteur d'épanouissement et d'accompagnement de cette transition. Et sans l'écriture, je peux dire que j'aurais eu du mal à surmonter et à arriver au bout. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça qui m'a aidé, il y a aussi la rencontre, c'est la question que la rencontre d'un homme. Mais c'est vrai que l'écriture a été pour moi, je dis souvent que les mots m'ont sauvé, mais c'est un peu vrai quand même. Bon, ça a un pouvoir catharsique, l'écriture, pour beaucoup de gens, et pour moi, ça l'a été de façon très forte, quoi. Donc ton premier livre, c'est un livre autobiographique. Alors oui, mon premier livre... qui est intitulé « Je suis une poupée gigogne ». Je suis une poupée gigogne. En fait, au début, je voulais pas faire un livre. C'est-à-dire que je participais à un atelier de narratif avec une personne qui a beaucoup travaillé dans les prisons et qui animait cet atelier. Et donc j'ai commencé à écrire des petits textes en lien avec cet atelier narratif qui était ouvert aux personnes dans la même situation que moi. Donc j'écris des petits textes, et puis de fil en aiguille, ces petits textes sont devenus un livre. Et en 2016, donc j'ai décidé de l'envoyer à des éditeurs. Et malheureusement, comme beaucoup d'écrivains en France, mon livre a été refusé par tous les éditeurs à qui je l'ai envoyé. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivaine indépendante. Okay. C'est-à-dire que j'ai décidé à la fois d'écrire, mais aussi de méditer. Oui. Alors pourquoi j'ai eu tant à cœur de publier ce livre ? C'est pas par narcissisme, c'est tout simplement pour montrer... Pour aider les gens, peut-être aussi pour dans aider ton cas. les personnes qui ont vécu cette situation, que tous les espoirs sont permis. Et que malgré les obstacles et les difficultés qu'on peut avoir en France liés à ces parcours, parce qu'il faut bien dire qu'en France... Toi, tu as subi ton opération en Belgique. En Belgique, voilà. Ouais. Il faut bien dire en France que la prise en charge alors j'ai pas d'éléments factuels à fournir ici, je suis pas une militante et je suis pas une représentante d'association, mais c'est vrai que la prise en charge des trans en France, c'est une vraie catastrophe. Et donc il y a beaucoup de trans en France, que ça soit des trans qui veulent devenir femmes ou hommes d'ailleurs, puisque la transition s'effectue dans les deux sens. Vont soit en Belgique, soit en Thaïlande, ou soit aussi
au Canada, puisqu'il y a un grand chirurgien qui opère au Canada, le docteur Brassard, pour que les choses qu'ils ne soient pas pathologisées par les hôpitaux de Paris. Parce qu'il faut dire qu'en France, quand vous entamez un parcours de transition, on vous oblige à vivre... Ils appellent ça l'épreuve de vie réelle. C'est-à-dire qu'on vous oblige à vivre 2 ans avant de pouvoir accéder à un traitement hormonal ou chirurgical. Vous êtes obligé de vivre 2 ans dans votre genre officiel, dans votre genre intime, tout en restant un homme ou une femme. Donc c'est une épreuve très... très difficile. Oui. Parce que bon, on n'a pas toujours l'apparence ou le voilà le. Mais ils calculent simplement à partir du rendez-vous ou ils calculent pas quand ils disent 2 ans, c'est le jour du rendez-vous. Oui, avant 2 ans avant de pouvoir entamer la vraie transition médicale. C'est-à-dire traitement hormonal, opération, etc., etc. On vous oblige à vivre en fait de revivre en fait ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire de vivre dans le mauvais corps, dans un contexte qui n'est pas toujours amène vis-à-vis de vous. Et donc je trouve que ça c'est très très violent psychologiquement et très c'est la meilleure façon de convaincre ces personnes qu'ils ont fait fausse route, quoi. Et que finalement, ça génère tellement de souffrance et de souffrance que ces personnes souvent abandonnent ou ne vont pas jusqu'au bout de leur C'est de là démarche. où le retard pour 50 ans, quoi. Alors moi, non, parce que moi, en fait, j'ai un parcours particulier. J'ai réellement compris ce que j'avais à 50 ans. T'as été un déclic, la cinquantaine. Disons, c'est pas la cinquantaine, c'est surtout la rencontre d'un homme. L'amour, tout à fait. L'amour m'a sauvé. Et m'a sauvé la vie. Ah oui. Et sans cet amour, je ne serais pas là. Je serais certainement au cimetière. mais tu le sentais que tu n'étais pas dans ton corps. Je sentais que j'étais une personne différente. Je sentais que... Depuis toute enfance, ça, tu le sentais. Voilà, j'avais des phobies, j'avais des cauchemars terribles, j'avais un malaise existentiel très fort, j'étais victime de harcèlement, j'avais pas réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais. Bon, parce qu'il faut dire, j'étais issu d'une famille assez catholique, enfin d'un père et d'une mère assez catholiques, du moins dans leur jeunesse. Et donc à la maison, il y a des sujets qu'on n'abordait pas, quoi. Et je savais qu'il fallait pas les aborder de façon tacite. Et donc c'est à 50 ans que j'ai réussi à mettre des mots et à comprendre sur ton mal-être, ce qui m'habitait. Ce genre que j'avais toujours refusé et dénié. Et ça, c'est grâce à un homme que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Bienvenue, voilà. Parce qu'en fait, je pensais que j'étais homosexuel. Ouais. D'accord. Parce que j'étais attiré par les hommes sans me sentir homosexuel, donc je ne comprenais pas. Et je cherchais effectivement des rencontres avec des hommes, et j'ai rencontré un homme qui a compris, qui m'a révélé à moi-même. Oui. Donc c'est une histoire absolument formidable, une histoire d'amour. Magnifique. Et aujourd'hui, je suis marié avec lui, je vis avec lui. Super. Voilà. Donc tu as participé à plusieurs salons de livres. Alors, le salon à Paris, moi je suis très active dans le milieu littéraire indépendant. Donc je m'occupe je suis artisante d'un groupe qui s'appelle Indelicious et qui met en place un stand au Salon du Livre de Paris. Donc je m'occupe de toute la logistique de ce stand. Et on permet à 24 auteurs indépendants de pouvoir vendre leurs livres et parler de leurs livres au public parisien. Donc ça, c'est très important, c'est au mois de mars. J'ai également créé sur Sète, parce que j'habite Sète, un salon des auteurs indépendants qui aura lieu le 9 mai 2020, donc l'année prochaine. Cette année, oui, c'est vrai qu'on est en 2020. Et donc, pareil, pour permettre à des auteurs de la région indépendants qu'on ont assez d'être blacklistés par les librairies, par les grands salons d'Occitanie, Narbonne, Montpellier,
Sète, les automnales de Sète, et qui cherchent des endroits où ils peuvent justement parler de leur création, de leur livre, de tout ce qu'ils peuvent apporter en tant qu'écrivain. Voilà. Okay. Tu as également écrit un recueil de poésie qui s'appelle Un papillon dans la tête. Alors, j'ai écrit 2 recueils de poésie. En fait, ça c'est un peu un triptyque, quoi. Alors ça sera bientôt une quadrilogie parce que je prépare le 2e tome de Poupée Gigogne. Et donc j'ai écrit... tu peux les montrer à la caméra ? Voilà. Donc c'est des textes qui ont accompagné ma transition avant et pendant. C'est-à-dire que c'est des textes que j'ai écrits, des textes poétiques que j'ai écrits en même temps que Poupée Gigogne et qui m'ont aussi aidé sur un plan poétique à exprimer mes angoisses, mes révoltes, mes victoires, mes défaites, tous les sentiments et les émotions qui m'ont traversé durant ce parcours de 2 ans à 3 ans et demi, quoi. Ok. Voilà. Tu as écrit un autre livre qui est sorti en septembre 2018. Voilà. Tu ne le diras à personne. Qui est un roman familial. Voilà, en fait, tous mes livres sont liés à mon parcours personnel. J'ai appris à 50 ans que mon grand-père paternel était pédocriminel. Oui. Ça a été un choc pour moi parce que je considérais ce grand-père comme un héros. Il avait fait de la résistance. Notamment à Vierzon, il passait les résistants et les juifs sur la ligne de démarcation. Et c'était un choc parce que je me suis aperçu qu'en fait, c'était aussi un salaud, quoi. Et donc... et c'est là qu'on voit aussi les non-dits dans la famille. Voilà, parce que je crois que ton père n'était pas au courant. Alors mon père, c'est ça le truc, c'est que mon père ne le savait pas, ne l'a jamais su. Mais, par contre, ma mère le savait. Donc vous voyez un peu... Donc c'était le grand-père maternel. Le grand-père paternel. Donc et la mère ne savait pas. Ma mère était au courant. Ah, j'imagine que le fils ne savait pas que son père était... Et mon père n'était pas... Alors pour quelle raison ma mère n'a jamais révélé à mon père ce secret familial, je n'en sais rien, puisque malheureusement ils sont décédés avant que je puisse en parler avec eux, y compris... que je puisse en parler avec ma tante qui était la victime de ce grand-père. Mais il n'y avait pas que la tante, si c'était un pédocriminel. Alors effectivement, quand il a commencé à s'attaquer à ses petits-enfants, ma cousine m'a raconté qu'ils avaient décidé de jamais le laisser seul en présence des enfants. Mais si vous voulez, c'est une histoire familiale qui est restée enfouie, cachée. Oui, comme beaucoup de secrets de famille. Dans cette famille. Et toi, comment tu l'as su ? Moi, je l'ai su par une cousine. Parce que, en fait, j'étais très, très attaché à mon oncle et ma tante. Et je voulais leur révéler ma transidentité. Et ma cousine a fini par me dire que c'était pas possible parce que ma tante... avait été victime des actes pédophiles de son père et que tout ce qui touchait aux questions de sexualité, de parcours personnel, ça la touchait beaucoup et que parce que son père l'avait abusé pendant toute son enfance. Et donc j'ai jamais pu dire à mon oncle et ma tante que j'avais eu ce parcours. Vous voyez un peu. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'avais besoin de dépasser un certain nombre de souffrances, d'exprimer les mots. Bon, j'ai jamais été victime de ce grand-père puisque je l'ai pas connu. Et je me suis intéressé surtout à la transmission des traumatismes, notamment avec une auteure qui s'appelle Anne Ancelin et qui a écrit un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux. Oui, je l'ai lu. D'ailleurs. Voilà, et qui a mis en évidence de quelle façon un traumatisme familial pouvait se transmettre de génération en génération. Et j'étais très étonné, moi, que mon fils commence à faire des cauchemars terribles à 7 ans. D'accord. Et moi-même, j'ai été victime de cauchemars vers cet âge-là. Et je me suis demandé si, justement,
les abus dont avait été victime ma tante n'avaient pas entraîné par des phénomènes de capillarité psychologique, je dirais, des conséquences sur les générations suivantes, notamment moi-même et mon fils. Voilà. Et donc, Harmonia, je suis désolée, on va être obligé de couper l'interview parce qu'on a pris beaucoup de retard aujourd'hui. Mais je pense que oui, non, mais même ton histoire était très très intéressante et ça m'ennuie vraiment de te couper, mais je pense qu'on te réinvitera. Avec plaisir. Voilà, on attendra peut-être la sortie de ton prochain livre parce que je pense que tu as encore beaucoup à nous dire. Alors je prépare le tome 2 de Poupée Gigogne. Juste peut-être avant de terminer, où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Alors moi, mes livres, ils sont en vente sur mon site qui s'appelle Les Univers d'Harmonia. Oui. Donc ils sont en vente, on peut les commander par le biais de mon site. Après, est-ce qu'on les trouve sur Amazon ou dans Alors non, je ne suis pas sur Amazon. D'accord. J'y étais, mais je ne le suis plus parce que pour des raisons éthiques. Donc tu peux juste nous donner tes coordonnées pour les réseaux sociaux, pour les gens qui veulent te suivre? Alors c'est Les Univers d'Harmonia. Pour mon site et pour Facebook, c'est Harmonia Zira, auteur. D'accord. Voilà. Harmonia, je veux juste te poser une dernière question. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, et on n'a pas développé, tu as un fils. Oui. J'ai une fille et un fils. Tu as eu 2 enfants, donc c'est pour ça que ça mérite un deuxième rendez-vous. Avec assez plaisir. Rapide. Et oui, parce qu'il faudra. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Pour moi, cette histoire n'est pas. Avec plaisir. Terminée. Donc d'ici 2-3 mois, Isabelle te réinvite sur ce plateau. Avec grand plaisir. Tu sais quoi? On fera une double émission avec Valérie et Harmonia. Ah oui. Exactement. J'en serais ravi parce que Valérie est devenue une amie. Je ne sais pas si Grégoire est d'accord avec nous, mais ça mérite d'être développé. Voilà. Oui, parce que ton histoire est passionnante et c'est vrai que ça. J'aime pas, voilà. Mais tu peux venir. J'aime pas couper les gens, mais là on est vraiment pris par le temps. Donc je te remercie beaucoup, Harmonia, d'être venue témoigner pour ton histoire. C'est très très courageux. Merci. Merci. Et nous avons le plaisir de recevoir notre dernier invité qui s'appelle Grégoire Aubert, comédien tout d'abord. Ensuite, je vais laisser la parole à Virginie. Grégoire, je suis ravie de t'accueillir. Oui, ravie d'être là. Merci. Donc comédien, auteur, metteur en scène. Oui. Il y en a d'autres? Je trouve que tous les... oui, parce que je suis responsable d'une compagnie et qu'on monte pas mal d'événements aussi. Mais je trouve que l'émission est vraiment bien avec la diversité des parcours de vie et des rencontres que l'on peut y faire. Moi qui écris des pièces de théâtre... ça t'inspire? D'une manière ou d'une autre, c'est toujours inspirant. Alors viens chez nous souvent. Les parcours de vie, là on a parlé de bonheur, de créativité, de hasard, de souffrance, d'identité, etc. C'est tout des thèmes que l'on retrouve en permanence dans le théâtre, d'amour aussi, bien évidemment. C'est peut-être d'ailleurs le premier élément. Et amour, passion, la passion. On ne fait pas un métier artistique comme celui que je pratique sans passion, de toute façon. C'est certain. Et surtout, voilà, tu t'inspires de la vie des gens, de ce que tu peux entendre, de ce que tu peux partager, je suppose. Oui. Quand on écrit une pièce, de toute façon, comme quand on écrit un livre, mais je dirais, on devrait de toute façon ne jamais rien faire dans la vie sans un moteur profond, sans une envie. Faut donner du sens à ce que l'on fait, tout simplement. Et le sens, faut y trouver son compte dans une recherche une quête qui ne peut être que personnelle, de toute façon. Quoi qu'on fasse, j'espère qu'un banquier a également ses jardins secrets. Et s'il subit son métier, c'est compliqué. S'il subit son activité, ça concerne tout le monde. Là, je crois qu'autour de la table, on n'est que des personnes qui se sont plus ou moins trouvées et qui avons osé, en tout cas. Qui avons osé faire oser. Oui, mais c'est parfois les choix. Une fois que les évidences se sont imposées, c'est même plus un choix. C'est une évidence. On doit aller dans cette direction. Alors, on a ouvert la porte à vivre ce qu'on avait vraiment à vivre. Absolument, absolument. Tu es déjà venu donc dans l'émission? Oui, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc on va pas refaire tout ton parcours? Oui, j'avais parlé du parcours, radio, donc on te connaît maintenant. Ah oui, j'avais pensé justement à ce que tu portes une perruque pour les lobes. Oui, bien sûr. Si tu pouvais jouer un autre personnage, s'il te plaît. Non, mais j'avais parlé du passé et là je voulais parler presque du futur immédiat. Parlons du futur, mais complètement 2020, une grosse actualité. Oui, très, très, très importante. Donc Tartuffe,
Pour Avignon ? Alors, on prépare Tartuffe qui sera monté un petit peu avant Avignon pour le mois de mai. J'en ai fait l'adaptation et je me suis vraiment amusé. C'est le deuxième Molière que je monte. J'avais fait Les Faubourgs de Scapin il y a quelques années. On l'a tourné pendant quasiment 10 ans. Tu es comédien dans cette... Alors, sur ce Tartuffe-là, dans Scapin, oui. Mais j'avais fait l'adaptation pour 3 comédiens. Et là, je voulais faire le même principe avec Tartuffe. Et puis, en relisant le texte et en commençant à me projeter dans l'adaptation que je pouvais en faire, il y a des choses qui sont apparues évidentes par rapport aux thèmes qui me sont chers. Et en fait, ce sera 3 comédiennes, tout en respectant, il y a des coupes, mais en respectant l'écriture de Molière et les Alexandrins, qui n'est pas la moindre des gageurs quand on fait une adaptation. C'est un gros défi. Oui, parce que 3 comédiennes, alors qu'il y a énormément de personnages dans Tartuffe, j'ai sélectionné les principaux, j'ai viré les hommes secondaires, j'ai gardé les principaux, dont Tartuffe, évidemment, celui-là. Les seconds rôles. Et j'en fais une sorte de farce féministe. Qui, bien sûr, qui s'en prend aux hypocrisies on va dire, des religieux ou de la religion. Chacun y mettra ce qu'il voudra, mais ça va au-delà des hypocrisies plus globales du patriarcat, du vieux patriarcat dont Tartuffe et ceux qui le suivent sont vraiment les tenants. Et vous avez également presque une fable sociale dans ce Tartuffe, puisque dans la suivante, la gouvernante, enfin la bonne, si on voudrait caricaturer ou en tout cas résumer, qui est Dorine, va être le personnage principal. Elle va s'attribuer plein de répliques qui sont normalement à d'autres personnages. Donc un Tartuffe remixé alors. C'est un Tartuffe remixé et donc c'est elle qui mène d'une certaine manière la révolte des femmes, donc à la révolte féministe entre guillemets ou antisexiste. Il y a également ce pan social, puisque c'est la bonne qui prend prend le dessus. Qui prend le dessus, voilà. Et donc, il y aura tout ça dans ce Tartuffe, mais ça reste une farce, hein, attention, avec beaucoup de choses modernes, des musiques qui seront jouées en live, parce que les comédiennes que j'ai choisies sont également musiciennes. Il y aura du masque on va être dans quelque chose de très drôle, très drôle et très vivant, voilà. Donc surtout très actuel. Je crois il me semble, quand on entend parler de l'affaire Weinstein, de MeToo, etc., que c'est un sujet finalement assez actuel. Tu peux citer les noms des 3 comédiennes ? Je crois. Bon, je savais pas si tu étais encore sûr, mais vas-y alors. Alors il y a une comédienne déjà avec qui j'ai déjà bossé sur plusieurs pièces qui s'appelle Axel Abella. Elle est clown, accordéoniste et comédienne. Elle a déjà fait les 3. De vrais artistes. Oui, elle est assez complète, elle est remarquable. Et on peut la voir, elle a déjà joué d'ailleurs un Tartuffe il y a très longtemps, enfin il y a quelques années dans une autre compagnie. Et donc là, ça l'amuse de faire autre chose, parce que ça va vraiment pas être le même. Elle est également comédienne, c'est-à-dire sans être musicienne, sans rien, elle a déjà joué des rôles très, 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 très forts. Et puis, elle peut être clown et partir dans ses vrais délires. Vous avez Anaïs Kézoran qui tourne énormément actuellement avec son violoncelle, qui est également danseuse. C'est la plus jeune des 3, pour être franc, et c'est une comédienne assez complète et qui va amener également de la danse dans le spectacle. Elle va apporter quelques chorégraphies en plus de son violoncelle. Et vous avez Sophie Millon, puisqu'il y a 2 L, Millon, qui est une comédienne, elle, non pas de Montpellier, mais d'Arles, qui est très... qui bouge énormément, qui est à droite à gauche sur 10 000 projets. Elle joue beaucoup à Arles, elle est régulièrement sur Paris pour des tournages, pour des lectures, pour des pièces. Donc ça promet d'être plein d'énergie. J'ai une très très belle équipe féminine, je crois, artistique, et j'insiste quand même, j'ai un créateur lumière aussi qui va faire un gros travail avec nous, qui travaille déjà, c'est la 6e pièce qu'il va faire avec nous, je crois, quelque chose comme ça. Nicolas Ferrari, qui est lui du Vigan. Et j'ai une belle équipe et j'insiste sur la production. C'est une petite compagnie régionale dont je m'occupe en partie. La compagnie des 100 têtes, son président Norbert Belloc fait un travail phénoménal parce qu'il est bénévole, lui, en tant que président associatif. C'est pas quelqu'un qui vit du théâtre et pourtant on va fêter nos 15 ans grâce à lui en partie. Donc c'est un passionné alors. 100 têtes, c'est S-A-N-S. 100 têtes, c'est C-E-N-T. C-E-N-T. Voilà, on sera sur Avignon effectivement cet été et on fait notre toute première représentation le 15 mai dans le village de Nage et Solorgue. À l'occasion du festival ou c'est à autre l'occasion chose du festival Scène de mai Nage.
Alors, comme ça se passe en mai et que c'est un âge, ce sont les scènes de ménage. Donc tu organises, tu as l'initiative de ce festival ? Je suis à l'initiative de ce projet parce qu'il y avait déjà eu des festivals à Naches. C'est le village où j'habite, pour être très franc. Tant qu'à faire. Et j'avais d'ailleurs découvert le village à l'occasion du festival auquel je participais. Et je suis tombé amoureux du village et comme par hasard, un an après, je m'y suis installé. Et le théâtre s'est un petit peu arrêté parce qu'il y a eu des... Je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est un problème de personnes. Il faut toujours qu'un projet soit porté par quelqu'un. Et quand ces personnes s'en vont, souvent, le flambeau n'est pas toujours repris. Et ça me trottait dans la tête, évidemment. Et là, depuis 5 ans, je monte des pièces. À chaque fois, ils me faisaient confiance, la mairie, pour monter une pièce. Et l'idée de faire un festival paraissait évidente. Et le président, Norbert Belloc, a pris les choses en main et c'est devenu presque plus son festival que le mien aujourd'hui. Et grâce à lui, on a une superbe programmation cette année avec des auteurs très, très, très réputés comme Jean-Marie Bessé, ex-directeur du 13 Vents, qui vient présenter son seul en scène Mr. Paul. On a Yves Cusset, enfin c'est pas lui qui joue, mais un texte de Yves Cusset, un philosophe comédien qui a une plume magnifique, et c'est Le Tout Petit Prince minuscule. C'est une pièce bouleversante et magnifique qu'on a découverte à Avignon et qu'il faudra venir voir à Nages. Voilà, on propose une belle affiche. Voilà, et on termine par un concert autour de Bobby Lapointe parce qu'il faut bien voilà. Et voilà. Et il y aura le Tartuffe, donc. Le Tartuffe aussi. Voilà, donc il y aura 4 spectacles pour un petit festival de village qui n'a pas un gros budget. On est quand même assez content de mener tout ça à bien. Oui, tout à fait. Pour terminer, Grégoire, on va parler de la pièce que tu es en train de terminer, enfin qui est terminée, mais que tu es en train de commencer à mettre en scène, si j'ai bien compris. Je vais pas la mettre, on va être plusieurs à la mettre en scène. En fait, c'est une pièce qui s'appelle Family Circus. Tu as enfin trouvé le nom. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais en pleine recherche de nom. C'est exact. En pleine recherche existentielle. Oui, parce que c'est 3 frères qui se retrouvent en 3 étapes différentes de leur vie dans la même cuisine. Voilà, il y avait la cuisine, je me rappelle. Voilà. Et c'est des histoires de famille avec tout ce qui peut être dit et les non-dits surtout essentiellement et en fait c'est 3 frères, ça se passe sur 10 ans environ, mais bon, la première étape c'est un Noël en famille, la seconde étape c'est l'enterrement de la maman et la troisième étape c'est le mariage du fils aîné d'un mariage, voilà, et non pas d'un des 3, du fils aîné d'un des 3, voilà. D'accord. Et il n'arrive pas à se dire je t'aime, tout simplement, et c'est un problème de communication comme on a dans beaucoup de familles. Je me suis inspiré de pas mal de choses que je connais, que je peux avoir vécues, mais c'est pas du tout une histoire personnelle. C'est une pièce, je pense, qui va parler à beaucoup de gens, parce que dans les fratries, frères ou sœurs, on peut avoir des difficultés relationnelles, même avec les parents d'ailleurs. Et c'est un mélange de vécu, peut-être. Oui, mais ma gageure, c'était de rendre les choses drôles. Voilà. Bon, on a hâte de voir tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour terminer? Donc Facebook. Alors, j'ai 2 sites à communiquer. Le premier, celui de la compagnie, bien sûr, des 100 têtes. C'est 100 tête, le tiret du 6, 100-tête.fr. Là, vous avez vraiment toute l'actualité de la compagnie, avec toutes les pièces que l'on joue et qu'on prépare. Et à titre personnel, en tant qu'auteur, j'ai quand même 25 ou 26 pièces déjà qui sont écrites et il y en a une vingtaine qui sont présentées sur mon site. Et c'est grégoirerobert.toutattaché.com. Voilà, tout simplement. grégoirerobert.com. On va redire le nom de ta pièce. Alors, il y a Tartuffe de Molière que j'ai adapté en farce féministe, et donc Family Circus qui sera joué avec 2 comédiens de Nîmes, Julien Guglielmi et Patrice Raucourt, et moi-même. On sera 3 sur le plateau, et on va assurer, comme on est tous les 3 comédiens metteurs en scène, tous les 3 la mise en scène. Comme il y a beaucoup de scènes à 2, et à chaque fois celui qui ne sera pas sur le plateau mettra en scène les 2 autres. Mettra l'œil extérieur. Et donc ils vont jouer, si je déduis bien l'histoire de la pièce, aimer comme une injure. Il y a de ça. Il y a de ça. Merci Grégoire. Juste un petit clin d'œil, parce que je termine. Là, c'est 3 frères. J'ai écrit une pièce pour 3 sœurs, une comédie qui devrait se monter l'année prochaine aussi. Et tu cherches des sœurs. Et non, mais j'ai le titre, et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis, parce que le titre, c'est Serial Sisters. Wow. Voilà. C'est bon, on est là. On postule. Voilà. On postule. Serial. La blonde, il y a 2 blondes et une rousse. Mais dans l'absolu, vaut mieux Love Sisters. Ouais.
On vous remercie. Merci à tous. Et on vous Et dit bye bye. Merci. Bye, les Love Sisters. Bye. Il faut suivre la ligne et marcher droit. Marcher droit. C'est ce que me disait toujours ma maman. Tu dois marcher droit, mon fils. Eh oh! Eh oh! J'ai une sensation étrange. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Bon, on joue? Oh ouais, on joue! Oh oui! Comme au bon vieux temps. Je t'ai filé une grande claque pour que tu comprennes. Attends, hein, t'approches pas comme ça, espèce de gros moustique là. Nous avons une identité. L'identité? C'est quoi l'identité? L'identité, c'est le droit de vivre ta vie d'enfant. Enfant, celui qui ne parle pas. Voilà, c'est clair, mon chéri. Sois sage et tais-toi. Pauvre petite girafe. Elle a tellement été triturée, malaxée, avalée, mordillée, émâchée, étirée, et croquée, mal léchée, et frappée, et tapée, malmenée, explosée. C'est aujourd'hui, c'est dimanche, tiens ma jolie maman. Voici les roses blanches, toi qui les aimes tant. Voici les roses blanches, toi qui les aimes tant. Plus tard quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour ta jolie maman. Toutes ces roses blanches pour ta jolie maman. Grâce à toi, j'ai compris que tous les enfants avaient un très beau ballon blanc. Tous? Tous. Mon ballon blanc, si je veux, je peux toujours le regonfler. Je peux toujours le regonfler.